TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire 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 TV. Que vous avez découvert Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme c'est l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, nous allons parler bien sûr de politique, nous allons parler de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Mais avant que je n'aborde le thème de ce soir, mais avant que je ne présente également mes invités, la Côte d'Ivoire a été frappée dernièrement par le décès brutal de notre très cher Golden Man, comme on l'appelle, Ambak, celui-là qui est l'enfant chouchou de toute la Côte d'Ivoire. Il a été enterré ce week-end dernier et avec la permission de mes invités, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de notre très cher Premier ministre disparu à l'âge de 56 ans. Voilà, merci beaucoup. Merci, chers amis d'Ivoire TV. Merci de nous suivre. Grâce à vous, Ivoire TV existe aujourd'hui. Ivoire TV continuera d'exister. Ce soir, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, nous allons parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous allons aborder les législatives. Nous allons faire le bilan des législatives. Nous allons également parler de la réconciliation. Quels sont les défis de cette réconciliation? Pourquoi faut-il forcément aller à la réconciliation? Et puis, si le temps, bien sûr, nous le permet, nous allons aussi aborder le cas des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Bonsoir, messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. J'ai avec nous ce soir monsieur Kanté Abdoul. Monsieur Kanté Abdoul, il est sympathisant RHTP depuis la Côte d'Ivoire. Vous vivez dans le Béquet. Monsieur Kanté, bonsoir. Merci d'avoir accepté encore une fois de plus cette invitation à partager avec nos auditeurs d'Ivoire TV ce temps-ci. Merci. Voilà. Et puis, bien sûr, merci beaucoup et bonsoir. Voilà. Bien sûr, avec M. Kanté Abdoul, nous avons M. Sissoko Ousmane depuis la France. Vous êtes
secrétaire général, membre du GPS France. Bonsoir, Monsieur Sissoko. Bonsoir, monsieur. Voilà, et puis avec vous, bien sûr, nous avons un monsieur de la société civile, monsieur Abdou Esmel, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Poutine, depuis l'Italie. Alors, Poutine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Alors, monsieur Kanté, on va commencer par vous. Il y a quelqu'un qui a deux micros ouverts. Nous avons une interférence. Qui a deux téléphones ouverts? Okay. Voilà, monsieur Kanté. Oui. La Côte d'Ivoire est allée aux élections, des élections législatives. Alors, à votre niveau aujourd'hui, on va revenir tout à l'heure à certaines poches de tension qui existent. Mais dites-nous un peu, vous qui êtes membre du parti au pouvoir, dans quelle atmosphère s'est tenues les élections législatives du 6 mars? On fait le bilan. Et quand on fait le bilan, on va parler un peu des pour, des contre, des atmosphères, et puis quelles sont les différentes poches de tension, et puis bien sûr, comment pouvoir remédier à ces poches de tension. Oui, je pense que les élections législatives se sont déroulées dans des conditions apaisées. Et nous avons vu aujourd'hui toute la classe politique s'inscrire dans cette élection démocratique législative. Et c'est ce que nous avons toujours demandé à l'opposition, c'est de s'inscrire résolument dans le jeu politique pour pouvoir jouer sa partition, pour qu'on ait l'équilibre des pouvoirs et donc la représentativité du peuple au niveau de l'hémicycle. Nous sommes contents parce que c'est ce que nous leur avons demandé pendant la présidentielle et nous sommes contents que malgré l'existence des institutions que cette opposition a dénoncées hier, a voulu bien partir aujourd'hui aux élections avec la même CEI, avec la même Cour constitutionnelle. Et voilà, tout ce qu'on leur demande avec la même liste électorale. Donc nous sommes contents et voilà que aujourd'hui, je pense que les tensions ont baissé. L'opposition a compris qu'il faille aller résolument à la rencontre du peuple pour donc donner une vision, exprimer une volonté de vouloir faire changer les choses. Et dans ce jeu, le meilleur gagnera selon le projet ou la vision qui sera proposée donc au peuple du Côte d'Ivoire. Nous trouvons que le bilan il est très bon. Les élections ont été très apaisées dans un climat, dans un esprit vraiment bon enfant. Et c'est ce que nous demandons pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la stabilité de ce pays, pour que nous ne retournions pas toujours dans les carcans de la crise qu'a connu ce pays, qui en est aujourd'hui très traumatisé. Il faut aller de l'avant et c'est ça le plus important. Merci bien, M. Kanté. Monsieur Sissoko, vous êtes membre du GPS, vous n'avez pas été présent à ces élections, mais est-ce que déjà vous pouvez nous parler un peu, vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère qui a tourné autour de ces élections législatives en Côte d'Ivoire? Merci de me passer la parole. Déjà, je voudrais saluer mes co-créateurs, M. Kanté et M. Esmel, pour leur présence. Par tout côté, M. Monsieur Sissoko, parlez un peu plus fort. Voilà, parce que j'ai un souci de micro. Allô, là, c'est bon, on m'entend? Oui, allez-y, oui. On va aller avec. Alors, je disais déjà merci pour cet échange et aussi saluer mes co-créateurs de Kanté et de M. Esmel. Alors, avant tout, je voudrais, avec votre permission, m'incliner devant la boucle. Et nous sommes tous tombés sur la conversation de M. Alassane Ouattara. Non, à ce problème. Je crois qu'on a un problème de micro avec M. Ousmane. Le Bluetooth ne marche pas, justement, j'ai un souci. Je ne sais pas. C'est bon, est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon?
Oui, allez-y, monsieur Sissoko. C'est bon? Oui, allez-y, monsieur Sissoko. Alors, je me répète, je disais tantôt, c'est l'équipe de Ivoire TV, alors Bango, n'est-ce pas, aux Ivoiriens d'être enfin l'actualité. Et avant d'espace de compétition, je voudrais, avec votre permission, tout simplement, les victimes du centre ivoirien de compétition, M. Antoine Ouattara, simplement avoir dit non, du troisième mandat légal, illégitime, et en seulement je crois qu'on a toujours un souci avec M. Sissoko qu'on entend difficilement. Oui, monsieur Sissoko, le temps que vous réparez votre micro, là, on va aller à M. Adou. M. Adou, voilà, je vous pose la même question. Dans quelle atmosphère s'est tenue les élections législatives du 6 mars dernier? Le temps que on va revenir à M. Sissoko tout à l'heure. Ok. D'abord, bonjour. Avant tout propos, je tiens à remercier la régie de Ivoire TV pour ma présence avec vous. Je tiens aussi à saluer la mémoire de le Premier ministre, M. Sissoko, qui n'a pas pu assister à l'initiative, vraiment, et que faire à son âme, la tête soit vraiment meilleure. En tant que membre de la société civile, je peux être que fier, disons, et aussi content du fait que l'une fois, en Côte d'Ivoire, je peux le dire, suite à ce qui s'est passé, je crois bien, en 2017 ou 2018, il y a eu vraiment pas mal d'échauffourées dans pas mal de aujourd'hui, cette année a été une position très apaisante pour le peuple ivoirien, pour le peuple des Côtes d'Ivoire. En tant que membre de la société, je vois bien, pas d'avoir 0 point, et particulièrement en Afrique, suite à des élections. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'Afrique, surtout le peuple africain et la jeunesse de l'Afrique, prennent de la hauteur. Parce que il n'a pas besoin forcément qu'on ait des morts. Alors moi, personnellement, je suis vraiment réjoui et ça me réjouit de voir que nous avons eu des élections législatives qui soient concurrentes. Vraiment merci au gouvernement. Et on se sent Voilà, monsieur Sissoko, on revient à vous. J'espère que votre problème de micro a été réglé. Alors, est-ce que vous pouvez rebondir sur la question que j'ai posée tout à l'heure? Dans quelle atmosphère s'est tenues les élections législatives du 6 mars au niveau du GPS? Quelle interprétation vous en faites? Ok, c'est bon, on m'entend? Oui, allez-y. Voilà, je crois qu'il y a une amélioration. Alors, merci à l'équipe d'Ivoire TV d'organiser cette puissance, d'être un peu. N'est-ce pas, ça au parfum de la qualité politique ivoirienne. Alors, je commencerai par saluer mes deux M. Kanté et M. CSI. Avant de répondre à votre question, je vais saluer la mémoire des victimes ivoiriennes qui sont tombées. Et anticonstitutionnel. N'est-ce pas, l'éducation pour démontrer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Celle des législatives passées, comme vous le savez, on partit GPS. Monsieur Sissoko, je crois que votre Internet s'entrecoupe, donc votre intervention s'entrecoupe. Je pense que les membres du panel sont d'accord avec moi. Monsieur Kanté, est-ce que vous arrivez à percevoir Monsieur Sissoko? Pas du tout. Monsieur Adou?
Pas du tout. Monsieur Sissoko, nous avons des problèmes de connexion avec vous. Je vous entends très bien. Voilà, mais quand vous intervenez, ça s'entrecoupe et puis vos co-débatteurs ne vous entendent pas. Moi, je vous entends, mais vos co-débatteurs ne vous entendent pas. Je ne sais pas s'il faut lever un peu la voix parce que voilà. D'accord. Alors, on ne va pas tout le prendre. Alors, j'étais en train de dire, bon, mes deux co-débatteurs, pendant que je parle, c'est moi qui vais faire des signes, d'accord? Bon. Alors, comme vous savez, le parti CPS ne participe pas aux législatives dernières, nous ne sommes pas la conséquence. Oui, là. Oui, chers amis d'Ivoire TV, merci. Je reviens à mes invités tout à l'heure. Chers amis d'Ivoire TV, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, bien sûr, nous parlons de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, notre très chère mère patrie. Nous partageons ce drapeau orange, blanc, vert. C'est dans ce souci, bien sûr, que nous avons sur ce plateau, voilà, 3 Ivoiriens pour discuter de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le thème de l'émission de ce soir, c'est situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous parlons des législatives, nous en faisons le bilan. Après les législatives, nous allons faire le défi de la réconciliation. Pourquoi faut-il aller absolument à la réconciliation? Pour que nous puissions maîtriser, maintenir et conserver, préserver nos acquis, les acquis pour les générations futures, pour que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Nous allons en parler. Et puis, bien sûr, nous allons aussi parler de la libération des prisonniers politiques. Je suis sur le plateau ce soir, M. Sissoko Ousmane. Je suis sur le plateau ce soir, M. Sissoko Ousmane, qui est secrétaire général du GPS. Il vit en France avec M. Sissoko Ousmane. J'ai M. Abdou Esmel, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Poutine, qui vit en Italie. Et puis, bien sûr, pourquoi pas, nous avons M. Kanté Abdoul, qui est un habitué de la maison. M. Kanté Abdoul est sympathisant RHDP et il vit dans le Béquet depuis la Côte d'Ivoire. Alors, M. Sissoko, est-ce qu'on peut vous accorder 1 minute pour répondre rapidement à la question pour voir si le souci de votre micro est réparé? Oui, bonsoir, j'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend, mais dès que vous commencez à parler, ça s'entrecoupe. Alors, pour répondre, je disais tantôt que pour ces législatives, pas présenter le candidat parce que n'est-ce pas, c'est pas présidentielle. Et en politique, nous croyons que la politique peut se faire de façon saine. Quand on a décrié la CEI, comme le disait M. Kanté, quand on a décrié le Conseil constitutionnel et qu'aux législatives, ces mêmes institutions sont reconduites, il va de soi que pour être en phase avec soi-même, on ne participe pas à ces législatives. Voilà, merci bien, merci M. Sissoko. Je crois qu'on vous a entendu. Monsieur Kanté, je pense que tout à l'heure, dans ses propos, M. Sissoko a évoqué la présence et l'implication de la constitution de la CEI. Alors, dites-moi un peu, à peine les premiers résultats tombés, voilà, livré que les candidats de tout bord ont commencé à revendiquer leur victoire. Est-ce que ce n'est pas une preuve que de tout bord, nous avons la crédibilité de la CEI a été mise en doute? Pas du tout, pas du tout, point du tout, parce que les élections, comme on l'a dit, se sont déroulées dans des conditions assez saines. Et ceux qui ont revendiqué, il y a certains qui ont été rétablis dans leurs droits. Ceci arrive dans toutes les élections. On n'est pas ici dans la perfection. Mais vous voyez, ici, il y avait 8 ministres du pouvoir et ils ont perdu les élections. Citez-moi un pays d'Afrique où des ministres vont aux élections législatives et perdent les dites élections. Donc, ceci, c'est pour prouver qu'il y a une transparence et il y a point de tripatouillage. Le jeu est équilibré et la chance est donnée à tout le monde. Le meilleur gagne dans les urnes et cela, s'il y a des contentieux, ces contentieux sont donc donnés
à la CEI qui examine. Et quand on voit qu'il y a eu des erreurs, comme ça peut arriver partout, même aux États-Unis, on a bien vu, il y a eu des élections, mais combien de temps ils ont pris pour donner les résultats définitifs? Ceci est propre aux élections. Mais ce qui est bon, c'est que, en dépit de tout, quand il y a des complications, quand il y a des contentieux, il faut que le droit soit dit. Et c'est ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait des réclamations et qui après ils ont été reconduits dans leur victoire, ça a été fait. Et donc ça veut dire que l'équilibre du respect du droit est respecté. Non, la CEI est crédible, le Conseil constitutionnel également. Il n'y a que le discours politique qui se met en marge un peu de la chose juridique. Alors, à partir de cet instant, ceci répond à des émanations subjectives, lesquelles émanations ne sont pas juridiques. Donc, c'est des points de vue de certaines personnes qui prennent ça, qui brandissent ça comme des arguments, mais ce ne sont pas des arguments juridiques. Moi, je voudrais qu'on me dise de façon juridique s'il y a eu déphasage ou quoi que ce soit à partir de cet instant. Je pense que là, on a un élément sur lequel on peut se baser. Mais après, s'il s'agit des discours politiques, chacun peut dire ce qu'il veut, auquel cas ça ne répond pas à la réalité. Et je voudrais aussi faire remarquer à M. Sissoko du GPS que nous ne sommes plus au stade du troisième mandat. Je crois bien qu'il est nostalgique, il faut bien qu'il oublie ça. Nous sommes passés à autre chose, nous sommes aux législatives aujourd'hui. Et s'il veut s'incliner sur la dépouille de certaines victimes, je voudrais qu'il commence depuis 2002, là où son leader a été, je dirais, chef rebelle et qu'il y a eu des exactions commises dans la ville de Bouaké et lesquelles exactions ont conduit à beaucoup de morts. Il devait commencer à s'incliner à partir de là. Je crois que ce serait plus judicieux au niveau au moins de l'équilibre de rendre hommage aux victimes. Merci. Voilà, monsieur Addo, vous qui êtes de la société civile, élection législative en Côte d'Ivoire, crédibilité de la CEI, votre analyse? Ok, merci beaucoup, monsieur. En tant que membre de la société civile, je parlerai en toute liberté. Pour moi, pour parler d'abord de la crédibilité, il faut d'abord se poser la question sur la légitimité du pouvoir du président Alassane Ouattara. Si c'est fait, j'aimerais, si vous me permettez, donner un petit schéma. Lors de l'élection présidentielle, nous avons une opposition, d'abord, avant bien cela, en 2016, qui nous a proposé, je peux dire, quand il était encore aux affaires avec le président Alassane Ouattara, une nouvelle constitution. Okay? Et dans cette nouvelle constitution, ce que j'ai compris, c'est que les opposants actuels n'avaient pas dit la vérité aux Ivoiriens, parce que cette constitution a été élaborée, a été mise en place suite au fait qu'il y a eu des accords, des accords, je peux dire, personnels entre M. Bédié, le président, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, et l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Solo Kibafori Guillaume. Alors, chose bizarre, je suis quand même étonné que ces présidents d'institutions n'ont pas réellement compris que nous étions dans un schéma de nouvelle constitution et d'une nouvelle république. Lorsque le président Henri Konan Bédié lui-même est allé je peux dire, suite à un meeting, a confirmé d'être rentré dans une nouvelle république qui devait normalement effacer beaucoup de choses. Et ce qui a quand même attiré mon attention, c'est que le président Bédié, lors de l'élaboration de cette constitution, il y a eu des députés du PDCI qui étaient allés rencontrer le président Bédié pour lui dire que cette constitution pouvait permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat à la prochaine élection, ou je peux dire à l'élection présidentielle de 2020. Le président Bédié avait demandé à ses députés une réflexion. Il avait dit à Dioumani, face à Kikawe, qui n'a pas pu contredire le président, je peux dire, qui n'a pas pu contredire Adjoumani lors de ses dits. Des choses bizarres. Aujourd'hui, en tant que membre de la société civile, pourquoi membre de la société civile? Il faut que les Ivoiriens comprennent à un moment donné que nous devions élever le niveau du débat politique de la Côte d'Ivoire. Il nous appartient aujourd'hui de poser des questions à nos hommes politiques. Comment se sont-ils rendus compte qu'après l'élaboration de cette constitution,
où le président Bédi lui-même était confronté à ses propres députés qui étaient conscients que le président Alassane Ouattara pouvait briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, parce qu'il n'est plus aux affaires avec le président Alassane Ouattara, faire quoi aux Ivoiriens, lui et le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, n'étant plus aux affaires, veulent faire comprendre aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara est illégitime. À un moment donné, j'avais cru à cette histoire, mais avec du recul. Et les débats qu'il y a eu à la RTI, où M. Bikawe n'a pas pu contredire M. Adjoumani, qui était face au peuple de Côte d'Ivoire, et M. Bikawe aussi face au peuple de Côte d'Ivoire, cela m'a amené à prendre conscience et à réaliser le mensonge organisé par, je peux dire, les membres de l'opposition. Oui, alors, monsieur Addo, je voudrais vous recaler un peu la question que je posais par rapport aux législatives. Par rapport aux revendications, est-ce qu'il y a un doute au niveau de la crédibilité de la CEI? C'est la question que je posais, parce que M. Sissoko aussi doit nous apporter ces éléments de réponse. Nous sommes dans un débat qui est très intéressant, parce que nous sommes ici en face des Ivoiriens. Pour parler de législative, il faut parler d'abord de pourquoi nous sommes arrivés jusqu'aux législatives et expliquer aux Ivoiriens pourquoi ces résultats et pourquoi l'élection législative est crédible. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On parle de notre constitution, de nos institutions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens... Est-ce que vous mettez en doute la crédibilité de la CEI vis-à-vis par rapport à ces élections législatives? Je ne mets pas en doute la crédibilité de la CEI du moment où l'opposition a eu des membres au sein de la CEI et ont maintenu les membres au sein de la CEI. Quand je parle de l'opposition, je parle du PDCI, qui est le parti historique et le parti monumental, le plus grand parti en Côte d'Ivoire. Donc, dès lors où le PDCI accepte d'aller à l'élection législative et qui, je peux dire, légitime le pouvoir du président Alassane Ouattara, dès lors, on ne parle plus d'une élection qui n'est pas illégitime. Je suis désolé. Donc, je soutiens la thèse du fait que nous avons été en face d'une élection législative en tant que membre de la société civile. Oui, monsieur. Voilà, merci bien. Merci, monsieur Addo. Monsieur Sissoko, la question que j'ai posée, il y a eu des revendications après les législatives en Côte d'Ivoire. Certains candidats ont douté de la crédibilité de la CEI. C'est la question que j'ai posée. Vous, en tant que GPS, quelle analyse, quelles sont les leçons que vous avez en tirées? Le GPS n'est pas allé aux élections, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti? Qu'est-ce qui vous a bloqué dans ces élections législatives? Et puis, je parle aussi de la crédibilité de la CEI. Merci. Merci, monsieur. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais rapidement retenir ici ce qu'a dit le frère M. Kanté, quand il a dit que j'ai salué la mémoire des victimes qui sont tombées sur les balles assassines de M. Alassane Ouattara contre son troisième mandat illégal. Il dit qu'il fallait commencer par les victimes de 2002. Sauf ce qu'il oublie, c'est que pour les victimes de 2002, il a aussi demandé à M. Alassane Ouattara d'avoir l'humilité de s'incliner devant la mémoire de ces victimes depuis 2002 jusqu'en 2011, car cela aussi impute à M. Ouattara. Merci. Alors, en ce qui concerne la crédibilité de la CEI, monsieur, nous le disons depuis très longtemps, bien avant octobre 2020, nous le disons que cette CEI va brûler la Côte d'Ivoire. C'est une CEI aux ordres. C'est un conseil constitutionnel aux ordres. Je voudrais pour rappel, en 2010, la CEI qui nous a conduit aux élections de 2010 était constituée à 80% des membres de l'opposition. Quelle est cette CEI qu'on a aujourd'hui? Une CEI dans laquelle le président de la CEI est un membre du RHDP, où la plupart des membres de la CEI sont membres du RHDP. Comment voulez-vous que cette CEI soit crédible? Une CEI pour les élections qui a invalidé toutes les candidatures possibles. Une CEI qui a accepté la candidature d'Alassane Ouattara, sachant pertinemment que Alassane Ouattara n'est pas légitime à briguer un autre mandat. Je voudrais donc répondre à M. Essinel qui disait que les opposants actuels ne sont pas de la sachez que, départ, l'historique, départ, Alassane Ouattara a demandé une révision de la Constitution.
une modification de la Constitution. Et chemin faisant, de la modification, nous sommes passés à la révision de la Constitution. Et effectivement, quand nous passons dans une nouvelle république, tout est mis à plat. Selon l'article 2 du Code civil, M. Kanté-là, il pourra nous le dire davantage. Sauf que dans la Constitution, en 1983, on parle de la continuité législative. Et tous ceux qui ont écrit, qui ont été membres de cette Constitution, qui ont été cette position, ont été unanimes pour dire qu'Alassane ne peut pas peser un troisième mandat. Donc, on sait à l'émile qui a dit que pendant 2 mois, constamment, de façon journalière, en contact avec M. Ouattara, je peux vous rassurer qu'il ne sera pas candidat. Et de toute façon, il y a l'article 183 qui parle de la continuité législative. J'en veux pour preuve le ministre Cissé Bakongo, qui est, n'est-ce pas, le conseiller juridique de Ouattara, qui a dit sur le plateau de télé Ouattara ne posera pas un troisième, car la Constitution ne le fait. J'en veux pour preuve l'actuel ministre de la Justice, M. Sansa Kabiré, à l'Assemblée nationale, qui s'est assis devant les politiques, s'il avait le temps, il nous démontrerait comment il est impossible à M. Ouattara de briguer ce troisième mandat-là. Donc, monsieur, vous comprenez pourquoi nous ne partons pas à ces législatives. Quand cette CEI a accepté la candidature de M. Ouattara, quand ce conseil constitutionnel a accepté la candidature de M. Ouattara, en politique, il faut être en phase avec soi-même, il faut être. On ne peut pas refuser en 2021 et la CEI du conseil constitutionnel et après aller aux élections législatives avec la même CEI, avec le même conseil constitutionnel. Le GPS est en phase avec soi-même et en phase avec les situations. Et nous avons réussi d'enchamper l'effort du dernier mort à ce troisième mandat. Voilà, monsieur Kanté, c'est vrai que il y a. Monsieur Kanté, je pense qu'à la suite de ces législatives, le RHDP est le parti qui a eu plus de sièges. Est-ce que vous pensez que le RHDP va composer avec les autres partis quand il s'agit des projets de loi, ou bien parce que vous êtes majoritaire, vous allez faire chemin seul? Mais écoutez, je pense qu'à l'hémicycle, dès qu'on a la majorité, que le gouvernement fait des projets de loi, parce que c'est ça dont il s'agit, puisque les députés font des propositions de loi, le gouvernement fait des projets de loi. Il va sans dire que les députés majoritaires, donc issus du RHDP, voteront pour ce projet de loi. Il n'y a point besoin de faire une alliance à ce niveau. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a, je dirais, un équilibre de pouvoir. Nous sommes majoritaires et ceci est indéniable. Mais je voudrais juste attirer l'attention de mon frère Sissoko en lui disant que dans l'intervalle de ce qu'il a dit, de ce qu'on pourrait imputer des morts. Monsieur Kanté, vous pouvez vous relever un peu? Voilà, qu'on pourrait imputer des morts à M. Ouattara. Je voudrais rafraîchir sa mémoire de ce que M. Ouattara n'a jamais été chef rebelle. En 2002, il s'agit bien du Soro et les faits sont là, les faits sont têtus. Moi, je parle du factuel. Je ne vais pas rentrer dans des supputations subjectives qui ne répondent à rien. C'est trop facile de dire que M. Ouattara est coupable de quelque chose pendant qu'on sait qui est le rebelle. Son livre, il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Dans le même livre, à la page 62, il a disculpé M. Ouattara du toute acquaintance avec la rébellion. Donc arrêtons avec la manipulation des masses, ça ne répond pas et ça c'est propre au GPS. Quand il parle de Kambiré, quand il parle de Bakongo, de Ouraga Obu et j'en passe, mais pardon de lui dire que ceux-là ne sont pas fondés, ils n'ont pas la qualité de dire qui peut être candidat ou pas. C'est le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a légiféré dans ce sens-là. Et c'est ça qui prévaut. Il faut qu'en République, nous apprenions à respecter nos institutions. Il ne s'agit pas de prendre des avis des uns et des autres pour prendre comme des arguments. Ça peut être des arguments politiques, mais sur les faits factuels juridiques, on s'en tient à la décision du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a tranché. Et c'est ça le plus important. Alors, moi, je comprends bien, le GPS est toujours dans l'enfumage, dans la manipulation négative des masses. Parce que la démocratie, c'est aussi la manipulation intelligente des masses dans le but de concourir à leur bien-être.
C'est ce qu'on appelle une démocratie mature. Mais malheureusement, il y a des gens qui s'adonnent à des raccourcis pour manipuler les masses, les haranguer avec des rumeurs, c'est propre à eux. Et c'est très légion d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec les cyberactivistes que nous connaissons, dont je voudrais taire le nom ici pour ne pas faire leur publicité gratuite. Maintenant, le GPS est fondé en quoi pour venir parler des élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je dis, il n'y aura pas les élections au 31 octobre. Écrivez. S'il y a élection, c'est que j'en ferai partie. Ouattara ne sera plus le prochain président de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ceux-là viennent parler alors que tout ce qu'ils ont prédit n'est jamais arrivé. Et je me demande jusqu'aujourd'hui sur quoi Soro s'est basé pour dire qu'il n'y aura pas les élections. Lui, une entité face à une république. Allez-y comprendre pourquoi il y a eu des actes de sédition par la suite. Peut-être que c'est ce raccourci qu'il envisageait faire pour qu'il n'y ait pas les élections, mais malheureusement, le peuple de Côte d'Ivoire a répondu autrement. Maintenant, quand il parle de la légitimité du pouvoir de Ouattara, mais écoutez, il a été élu à plus de 80%. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que le peuple, à la majorité, a exprimé son suffrage universel envers ce monsieur. Alors, il est légal et légitime. J'en veux encore pour preuve. Pourquoi encore il est légitime? Les élections législatives viennent de le prouver. Puisque toutes les entités qui étaient opposées aux élections présidentielles sont venues aux élections législatives. Ici, c'est la preuve même de la légitimation du pouvoir de Ouattara. Parce qu'ils sont allés sous quelle constitution? La même constitution qu'ils ont décriée. Sous la gouverne de quel président? Le président qui n'ont pas voulu qu'il soit président. Mais le fait d'aller aux élections, la majorité donc, de cette opposition a légitimé le pouvoir de Ouattara. Parce que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne s'inscrit pas dans cette chose-là. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. C'est complètement incohérent. Alors, le GPS est aujourd'hui marginalisé. Sa voix ne porte pas. Il n'est plus écouté. Il n'est plus crédible. Et c'est de cela dont il s'agit. Alors, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent redéfinir une autre posture politique pour aller à la rencontre des Ivoiriens. Et ça, dans un esprit démocratique, dans la conquête du pouvoir, et non pas par des actes de sédition dont ils font légion depuis 2002. Merci. Monsieur Adou, la question que je posais, c'est que nous savons que le RHDP aujourd'hui est majoritaire à l'hémicycle, qui est l'Assemblée nationale de fait. Est-ce que vous pensez dans quelles conditions, à quel moment, le RHDP devrait tendre la main à l'opposition, aux autres membres, aux autres députés, pour valider, amender, entériner des projets de loi? Alors, faut-il que le RHDP, qui est majoritaire, fasse ce chemin seul? Bon, je vais très rapidement vous répondre, mais avant toute chose, j'aimerais d'abord revenir sur un petit paragraphe. C'est votre droit, allez-y, c'est votre droit. Oui, Monsieur Sissoko est en train de me dire quelque chose qui me fait tomber un peu des nues parce que, en tant que membre de la société civile, je me dois de dire la vérité aux Ivoiriens, au peuple ivoirien. Lorsque Monsieur Sissoko me parle d'un manquement et d'un manque de respect de la Constitution du GPS, alors du gouvernement en place, j'ai quand même, je peux dire, une préoccupation et une peine. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, c'est quand c'est-à-dire que nous nous rendions compte que nous n'avons pas eu la part du gâteau avec le pouvoir en place, qu'on devient automatiquement opposant. Mais pendant qu'on mange avec le pouvoir en place, on se doit de faire ce qu'on veut avec la Constitution. J'aimerais rappeler ici à M. Sissoko qu'il y a l'article 184 de la Constitution de Côte d'Ivoire. Lors de l'élaboration de cette constitution de 2016, l'article 184 demandait à M. Soro Kibafori Guillaume de démissionner de ses fonctions. Le premier et le seul qui a eu à brouiller et à piétiner notre constitution reste d'abord le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas démissionné de ses fonctions dont lui demandait l'article 184. Je suis membre de la société civile, ok? Et je suis quelqu'un qui, pour tous ceux qui me connaissent bien sur les réseaux sociaux, je ne mâche aucunement pas mes mots parce que mon devoir, c'est de dire la vérité à mon peuple de Côte d'Ivoire. On ne peut pas aujourd'hui, en 2020, venir dire que le président Alassane Ouattara a piétiné la Constitution pendant que les premières personnes qui ont contribué, disons, à marcher et ne pas respecter notre Constitution ont été le président de l'Assemblée nationale lui-même qui est censé donner l'exemple pour de notre Constitution et il ne l'a pas fait. Et qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est le président Alassane Ouattara qui l'a fait. Moi, je dis toujours, il y a toujours quelque chose, ok? Le président, M. Soro Kibafori Guillaume est le président Bédié,
s'ils étaient, et à un moment donné, avaient été sincères avec les Ivoiriens, allaient demander au président Alassane Ouattara de lui-même, c'est-à-dire que démissionner de ses fonctions pour réorganiser une nouvelle élection. Pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle République, je crois bien que M. Sissoko doit au moins avoir le courage de donner les caractéristiques d'entrer dans une nouvelle République aux Ivoiriens. Parce qu'on a l'impression qu'on veut prendre des Ivoiriens pour des bêtes et qu'on veut que les Ivoiriens, surtout la jeunesse de Côte d'Ivoire, ne puissent pas réfléchir. Lorsqu'on a un président de l'Assemblée nationale, lui-même qui viole, premièrement, notre constitution, pendant que l'article 184 lui demande de démissionner, il ne le fait pas, et qu'aujourd'hui, on oublie automatiquement tout cela, et qu'on rentre dans un système. Nous dit que c'est le président Alassane Ouattara qui est hors la loi. Moi, je dis, tous ont violé la constitution. Quand je dis tous, sans exception. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous fait? Devons-nous marcher parce que sur ce que l'opposition nous dit, ou on doit prendre conscience que nous sommes face à une opposition qui manipule, y compris le pouvoir en place, qui manipule la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voici la question, en fait, fondamentale que nous devions nous poser. Pour répondre à votre question, je crois que dans tout pays, quand on obtient la majorité à une élection législative, je crois bien que la coopération existe. Okay? Mais dans ce cas de figure, nous parlons d'une gestion d'un pays. Et la gestion d'un pays, je crois bien que est plutôt fondée sur ceux qui ont la majorité. Et pas dans tous les pays, ça existe. Même en France, ça existe. Emmanuel Macron, avec sa République en marche, qui aujourd'hui a la majorité à l'Assemblée nationale, est celui qui fait jamais aucunement pas que ceux qui ont la minorité ou ceux qui sont minoritaires arrivent à avoir et à obtenir des lois. Et, disons, ce qu'ils veulent. Non. On peut toujours apporter des propositions. En tant que membre de l'opposition et en tant que membre de la société civile, j'appelle l'opposition à apporter des contributions, je peux le dire, des propositions de loi, et cela pourra être aussi, je peux dire, compris par le pouvoir en place, si, bien sûr, ceux qui sont majoritaires peuvent vraiment coopérer avec l'opposition. Sinon, en réalité, le pouvoir en place qui est aujourd'hui majoritaire n'est pas censé mettre en place forcément les propositions de l'opposition. Donc, pour répondre à votre question, bon, pour une coopération, je ne vois pas vraiment une obligation. Voilà, tout part, je peux dire, de la moralité et aussi des négociations qui se feront, bien sûr, parce que chez nous, en Afrique, on ne parle que de négociations. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Voilà, merci. Monsieur Sissoko, vous pouvez répondre un peu. Mais la question que je posais, faut-il que le RSDP, le parti au pouvoir qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, fasse chemin seul, nonobstant la présence des députés des autres partis politiques? Vous pouvez répondre un peu sur tout ce qu'on vient d'entendre. Nous allons clore ce chapitre législatif et puis avancer dans le programme de cette émission. Merci. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais très brièvement revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à ce que disait le frère M. Kanté. Il disait tantôt que le président Soro a fait un livre dans lequel il expliquait pourquoi il est devenu rebelle. Oui, il y a eu un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? C'est vrai. Mais en même temps, je vais rafraîchir la mémoire à M. Kanté que le pouvoir Alassane est la fille de la rébellion de 2002. Car l'actuel président du Conseil constitutionnel, c'est un rebelle. Le savez-vous, M. Kanté? Dans le gouvernement de M. Ouattara, il y a des rebelles. Le pouvoir Ouattara est donc la conséquence de la rébellion de 2002. Et après le retour échoué le 23 décembre du président Soro, et quand il a été accusé de tentative de déstabilisation, un communiqué a été lu par l'avocat Afoussiata qui dit que M. Soro reconnaît avoir participé à une seule déstabilisation de la Côte d'Ivoire, celle de 2002, et c'était au compte de Ouattara. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore entendu un communiqué de la République de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore entendu M. Ouattara saisir des juridictions ivoiriennes ou internationales pour dénoncer cette calomnie, s'il y a calomnie. Parce qu'effectivement, certainement, elle l'a dit. Alors, je continue quand il dit non, mais il faut que chacun reste dans son rôle,
qui est Ouraga Obu, qui est Kabila Sansa, qui est l'autre ministre, qui venait nous dire que Ouattara peut ou pas faire un troisième mandat. Je vais donc appeler à M. Kanté que Ouraga Obu est professeur de droit et était le président du comité qui a écrit la Constitution. Et qui mieux que ces gens-là connaît la Constitution? Enfin, à part Ouattara, c'est assez à dire qu'en Côte d'Ivoire, qui mieux que lui connaît cette Constitution? C'est une insulte pour l'intelligence de nos élites. C'est une insulte pour l'intelligence de nos émérites hommes de droit. Ouraga Obu l'a dit. Mais si c'est pas Congo et son conseil juridique, il a dit Ouattara ne peut pas être candidat. Si c'est pas Congo est en droit, Ouraga Obu, professeur de droit, a dit que Ouattara ne peut être candidat et que l'article 183 le lui interdisait. Le professeur Ouraga Obu est professeur de droit. Sansa Kamdide, qui est docteur en droit, qui est assis devant la représentation nationale à l'Assemblée pour dire que s'il avait le temps, il expliquait de façon technique comment cette nouvelle constitution interdisait à Ouattara de faire un troisième mandat. Non, mais n'insultez pas la conscience des Ivoiriens. Arrêtez, n'est-ce pas, d'insulter l'intelligence des Ivoiriens, l'intelligence de nos élites, hommes de droit. Alors, je continue. Quand il dit que le président Soro s'est assis pour dire, écrivez quelque part, le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection, il y a élection, c'est que nous, on est candidats. M. Ouattara a cru, après la démission de M. Sourou Guillaume, que nous engagerons un combat militaire face à ce pouvoir. Parce que, tenez-vous bien, et tous les Ivoiriens le savent, Ouattara ne connaît que la force des armes. Ouattara ne connaît que ce qui sort par les armes. Non, non, nous l'avons invité, c'est un terrain qu'il ne connaît pas. Le terrain de la justice, le terrain de la démocratie, le terrain du dialogue. Bon, pour tous les Ivoiriens, ils ont compris le message de Ouattara. Mais au RDR, enfin, nouvellement appelé RACP, disant que le 31 octobre, il n'y aurait pas d'élection. Le 31 octobre, il n'y a pas eu d'élection le 31 octobre. Il y a une élection à laquelle le FPI n'a pas participé, le PDCI n'a pas participé. Il n'y a eu que le RDR et ils ont amené avec eux M. Kakabe, qui, honnêtement, le 31 octobre, il n'y a pas eu d'élection. Et quand il disait, écrivez au départ, le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection, c'est de ça qu'il s'agissait. Ouattara serait esselé. Et effectivement, il a été esselé avec un score de 94%. Et le taux de participation qui traîne entre 8 et 10%, pour la participation à 4%. Et je voudrais attirer l'attention de M. Kanté sur ce point. À l'élection présidentielle, il n'y a que le RDR qui a retiré. Et on nous a sorti un taux de participation de 54%. Au législatif dernier, le FPI a pris part, le FPI de Babo, le FPI de Afghanistan, le PDCI, le RDR. Nous sommes combien? 34%. C'est intelligent, M. Kanté. Arrêtez de respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite, M. Akou, à relire la Constitution de Côte d'Ivoire. L'article 184 ne mentionne nulle part que le président de la République doit démissionner. Nulle part il est mentionné. Et arrêtez pas qu'il y a eu un dit entre le président de l'Empire, M. Alassane Ouattara. Allez relire la Constitution, à lire l'article 188, à relire l'article 188 législative. Et voilà, monsieur. Voilà, monsieur Seko, on va vous laisser finir votre pensée et puis on va avancer, on va aborder le prochain sujet de cette émission. Alors, M. Abou disait tantôt, allez relire la 183. Si on est d'accord, lorsqu'il y a une nouvelle constitution, les premières sont mises parlant de mandat. La constitution de Côte d'Ivoire a, en 1983, réglé ce problème en disant ceci. La législation actuellement en cours en Côte d'Ivoire reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire à la nouvelle constitution. En d'autres termes, on était en 2016. Et en 2016, quelle était la législation en vigueur? C'était celle de 2000, qui disait
un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. D'accord? Et après le 2016, une nouvelle constitution rentre en vigueur. La législation en cours en Côte d'Ivoire reste en vigueur en ce qu'elle n'a rien de contraire à la nouvelle. Dans la nouvelle constitution, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En quoi l'article 54 ancien de l'ancienne constitution est différent de la nouvelle constitution concernant le nombre de mandats? Ce n'est pas l'article. Voilà, merci. Monsieur Sissoko, je pense que nous allons aborder le prochain thème de notre émission. Je voudrais vous signaler que nous avons 3 invités. Par moment, je vous laisse intervenir, mais pensez aussi que le temps est limité, parce que nous avons 3 invités et puis chacun voudra bien sûr développer. Je crois que sa pensée, répondre aux questions qui sont posées. Nous allons passer au prochain thème de cette émission. Nous allons parler des défis de la réconciliation. Monsieur Kanté, c'est vrai qu'aujourd'hui, à vous attendre tous, il y a encore des poches d'incertitude que les Ivoiriens se mettent ensemble, mais nous n'avons pas autre choix que de marcher dans le même chemin, sur le même chemin. Alors aujourd'hui, on parle de réconciliation. C'est vrai qu'il y a eu, je parle de dire rupture, il y a eu une pause de la réconciliation au niveau des leaders du pays, sans le président Gbagbo. À quel moment exactement devons-nous reprendre cette réconciliation et qui sont eux qui pourraient être les piliers, les moteurs de cette réconciliation? Nous avons 3 présidents aujourd'hui qui existent en Côte d'Ivoire, 1 à l'étranger. Faut-il qu'on l'attende pour véritablement engager le processus de la réconciliation? Ou bien les 2 qui sont là devraient déjà commencer en attendant que le président Gbagbo arrive? Eh bien, je suis bien content que vous dites une réconciliation politique. En effet, c'est de cela dont il s'agit. Nous voyons qu'il y a certains leaders qui s'inscrivent un peu en marge du vivre ensemble. Le président Ouattara n'a aucun problème avec l'opposition. C'est plutôt l'opposition, à l'inverse, qui trouve des problèmes à M. Ouattara. Et ceci pour légitimer cette idée selon laquelle, vu que tout le monde est contre lui, c'est que c'est lui le problème. Non, c'est peut-être un ensemble qui a un problème contre une seule personne. Nous voulons nous inscrire forcément dans cette réconciliation politique. Et feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait entamé ce processus-là. Malheureusement, la divinité a décidé autrement et son successeur, feu également Ahmed Bagayogo, a pu entamer et continuer ce processus. D'ailleurs, c'est le résultat de ce processus qui nous a donné les élections législatives où on a vu toutes les composantes participer donc à cette élection-là. Alors, ceci démontre que le pouvoir Ouattara est prêt à tendre la main de ce que cette réconciliation se fasse. Et nous avons vu, même pendant la crise préélectorale de 2020, le président Ouattara qui a fait un appel au président Bédié justement pour construire cette réconciliation-là. Il est indéniable que cette réconciliation est verticale. Ça veut dire quoi? C'est au niveau de la classe politique. Et nous avons ouvert le jeu pour que justement l'opposition s'inscrive dans cette démarche de réconciliation. Maintenant, je voudrais préciser 2 choses à M. Sissoko parce que j'ai l'impression qu'il fait l'amalgame du tout, puisque là, en direct, il est en train de me faire un procès d'intention vraiment macabre et je dirais même pas respectueux du tout, parce que l'intellectualisme commande au moins de dire la vérité. J'ai dit que les personnes qu'il a citées n'ont pas la qualité de décider de qui peut être candidat ou pas. En le disant, je n'insulte l'intelligence de personne. Je m'inscris simplement et résolument dans ce qui est la République. Ça veut dire quoi? Nos institutions habilitées à dire qui est candidat ont légiféré sur la question. Alors qu'il arrête de se débattre comme un coq à revenir toujours sur ce qui est déjà passé. Eux, ils sont dans le passé, nous, on est dans l'avenir. On dit simplement le GPS aujourd'hui n'est pas crédible de parler dans ces débats parce que simplement, je ne vois même pas qu'est-ce qu'ils viendront dire, si ce n'est que répéter les mêmes litanies qu'ils ont toujours répétées à chaque fois.
de revenir toujours sur les articles de la Constitution, même lesquels articles qu'il maîtrise très mal. Parce que si on parle de la continuité législative, d'où vient l'idée que M. Bédié peut être candidat aujourd'hui? Vous voyez, je ne veux plus rentrer dans ce débat juridique parce que ça va nous faire perdre du temps. D'ailleurs, il n'a même pas répondu à la question que vous lui avez posée. Il était en train de se débattre à justifier l'injustifiable. Et c'est toujours propre au GPS. Et je me demande bien s'ils n'ont pas perdu le réseau. Mais ceci étant, nous invitons tous les acteurs politiques à s'inscrire dans la ligne du vivre ensemble, qui est très cher au président Ouattara. Et notre objectif. Et vous avez vu que quand ils s'entendent, quand ils s'accordent, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de trouble. Les élections législatives l'ont prouvé. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire autrement. Et c'est sur ce terrain-là que nous les attendons. De venir proposer des choses aux Ivoiriens que de manipuler la masse par de fausses rumeurs, comme j'ai eu à entendre ici, que Mme Afouissatou a dit la seule tentative de déstabilisation que Soro reconnaît, c'est celle de 2002. Mais même là encore, je ne voudrais même pas rentrer dans d'autres détails parce qu'il a usurpé de façon opportuniste, comme il sait si bien faire, cette rébellion qui a été lancée par IB. Mais ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà une opportuniste qui vient dire pour qui il fait une rébellion. Mais voilà, nous voulons qu'il cesse ce genre de rumeurs, ce genre de fausses informations, ce genre de manipulation. Et dans une démocratie, ce n'est pas acceptable. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un débat sur des idéologies et des convictions propres qui rentrent dans le droit fil du vivre ensemble, de ce qu'on n'oppose pas les Ivoiriens les uns contre les autres. Et c'est cela, la vraie réconciliation. C'est cette partition que peut jouer, je dirais, l'opposition, au lieu de rentrer dans des litanies d'accuser les uns et les autres sans preuve. Ceci ne répond pas à un climat apaisé qui pourrait s'inscrire dans la réconciliation. Le président Ouattara est ouvert, il tend la main. Nous voulons que l'opposition participe résolument, de façon franche et de bonne foi à ce processus de réconciliation politique. Alors, M. Adou, merci. Vous qui êtes la société civile, les Ivoiriens n'ont pas autre choix que de parler le même langage tôt ou tard. Alors, vous qui êtes la société civile aujourd'hui, quels sont les tracés, quels sont les grands défis de la réconciliation que vous pouvez proposer aussi bien à tous les partis politiques, de sorte à ce que les Ivoiriens puissent s'entendre, se parler et que la Côte d'Ivoire devienne une indivisible? Merci beaucoup à vous, monsieur. D'abord, l'article en question, c'est l'article 182 et 183, et non 184. Je voulais revenir là-dessus. OK, parlons de la réconciliation. C'est quand même un sujet très délicat. Très délicat, pourquoi? Je crois bien qu'au niveau de la réconciliation, la responsabilité incombe plus aussi le gouvernement en place et aussi l'opposition. Et dans ce fait et dans ce schéma, je crois bien que nous sommes confrontés à un problème un peu spécial. Nous avons deux catégories d'opposition. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, tout à l'heure que vous avez évoqué, a fait, je crois bien, plus de 9 ans de prison en Côte d'Ivoire et aussi à l'AI, y compris le ministre Chablé Goudé aussi qui a fait 7 ans de prison. Mais aujourd'hui, à la sortie du président Gbagbo et du ministre Chablé Goudé, nous remarquerons ensemble, tous ensemble, les dits de ces deux messieurs qui aspirent à l'union des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la première catégorie, je peux dire, d'une opposition, je peux le dire. Deuxième catégorie d'opposition, nous sommes en face d'une opposition qui est l'opposition de M. Soro Kibafori Guillaume. Et moi, qui est celle-là sur, je peux dire, est ce point-là où j'aimerais bien me prononcer. Vous voyez, la Côte d'Ivoire vient de très loin. Nous avons connu des différentes crises depuis, je crois bien, depuis 1999, 2002, et la dernière crise a été de 2011, 2010-2011. Aujourd'hui,
lorsque j'entends M. Soro Kibafori Guillaume, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui est membre de l'opposition, qui tient des discours guerriers, et j'entends aussi M. Sissoko, qui dit que le pouvoir en place retient que, je peux dire, les propos, je peux dire, armés, et qu'avec eux, on ne négocie pas. Ce n'est pas que le verbal. Alors, moi, je me demande, en fait, et la question que je me pose, c'est de savoir, nous sommes réellement en face de quel genre d'opposition en ce qui concerne le Soro Kibafori. Parce que j'ai l'impression que les différentes crises n'ont pas servi de leçon à cette opposition qui est M. Soro Kibafori Guillaume, qui aujourd'hui, dans tous ses propos, quand une personne vient et il dit comme cela, par exemple, tant que je ne suis pas candidat, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Quand il dit et qu'il dit qu'il va faire asseoir le président Alassane Ouattara pour lui donner des conseils, c'est vrai, ce sont des propos politiques. Mais quand on entend lui-même d'abord ses propos, qui sont ses propos, des propos guerriers, on a l'impression que c'est une personne, en fait, tant qu'il n'a pas dit son mot et tant que, c'est-à-dire l'opposition en place, les autres partis d'opposition ne font pas ce qu'ils veulent, il n'aura pas de paix, il n'y aura jamais de paix en Côte d'Ivoire. Pour cela, j'aimerais dire ici et appeler le gouvernement en place à réfléchir sur ce schéma. Beaucoup d'Ivoiriens veulent aller à la réconciliation. Et quand on pèse aujourd'hui le GPS, comparé le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé, croyez-moi, le GPS ne pèse rien. La preuve, lorsque le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président de l'Assemblée nationale, avait demandé aux gens de sortir dans les rues, même une mouche, je peux dire même une mouche, n'a pas été dehors. Cela démontre, en fait, je peux dire, l'impopullarité de M. Soro Kibafori Guillaume. Mais malgré cela, encore, qui tient des discours guerriers à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. J'aimerais lancer ici un appel au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Les Ivoiriens aujourd'hui aspirent à aller à la réconciliation. Alors, depuis la sortie du président Laurent Gbagbo, nous remarquons tous que le président Laurent Gbagbo a des mots d'apaisement, des mots qui vont dans le sens de la réconciliation. Nous remarquons aussi le ministre Chablé Goudé, qui lui-même aussi lance aussi des appels de négociation en ce qui va, je peux dire, dans le sens de la paix. Alors, si le président Alassane Ouattara, qui est aussi responsable et qui doit aussi mener aussi, je peux dire, à bien cette réconciliation, pense que le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé, qui aujourd'hui font part de leur doléance de rentrer en Côte d'Ivoire et de contribuer, participer à la paix en Côte d'Ivoire, s'ils pensent vraiment que c'est le moment, et moi personnellement, en tant que membre de la société civile, je dis oui, c'est le moment, parce que je préfère faire entrer des personnes en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui œuvrent et qui ont des propos d'apaisement vis-à-vis de la population de la Côte d'Ivoire, que des personnes qui ont des discours guerriers, qui sont à l'extérieur, mais qui aujourd'hui sont dans un schéma, je peux dire, de guerre. Vous voyez, le décès de notre Premier ministre, je crois bien que ça fait partie aussi de la réconciliation, est un aspect qui n'arrange pas du tout le GPS. Pourquoi? Et je m'explique. Nous sommes aujourd'hui en face d'une opposition, de M. Soro Kibafori Guillaume, qui sait très bien que l'entrée du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé peut politiquement l'asphyxier. Je dis bien le détruire sur le plan politique. Et il a conscience de cela. Et pour cela, il faut mettre une communication pour effrayer. Et vous remarquerez que depuis un moment, depuis la sortie du président Gbagbo et du ministre Chablé Goudé, on ne fait que parler d'empoisonnement dont personne, ni aucun cyberactiviste, n'arrive à apporter la preuve que des spéculations. On ne fait que faire des spéculations à tout bout. Mais la question, pourquoi est-ce que le GPS qui veut vraiment œuvrer pour le bien de la Côte d'Ivoire n'arrive toujours pas aujourd'hui à avoir des propos d'apaisement, pendant que le président Laurent Gbagbo, qui a lui fait de la prison, le ministre Chablé Goudé, qui a lui fait de la prison, et le GPS qui n'a jamais été en prison, est toujours ce parti politique-là qui, jusqu'à ce jour, depuis qu'ils sont opposés au président Alassane Ouattara, n'ont que des mots de violence. Ont que des mots de violence. Donc, pour répondre clairement et pour terminer, la réconciliation peut se faire avec le président Laurent Gbagbo, avec le ministre Chablé Goudé. Mais le cas du GPS,
Je pense qu'après ce fait, le GPS change son langage. Donc, merci bien, beaucoup à vous. merci bien, monsieur Ado. Monsieur Sissoko, nous avons fait tout à l'heure un tour d'horizon sur la réconciliation. La question que je posais aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas autre choix que de parler le même langage, de s'entendre, et puis certainement de manger dans le même plat demain. Demain. Quels sont, vous, à votre niveau, selon votre sens, selon votre vision, quels sont les grands défis de la réconciliation aujourd'hui que tous les Ivoiriens, tous ensemble, y compris le GPS, doivent prôner? Merci. Alors, vous allez me permettre, avant de répondre à la question, de très rapidement revenir sur ce que disait tout à l'heure le frère, M. Kanté, représentant. Mais allez-y, c'est votre droit, M. Sissoko. Merci. Le RDR, enfin, nouvellement appelé le RHDP. Il faut dire qu'il y a 2 mois de cela, quelqu'un m'a fait parvenir une vidéo de M. Kanté. C'était ma première fois de le voir. Et la seconde fois, c'est aujourd'hui. J'ai vu cette vidéo, mais je suis tombé amoureux de M. Kanté. Mais aujourd'hui, je suis à même de dire que je suis dessous de ses propos de tout à l'heure. Quand il pose la question de savoir que par quel moyen la nouvelle constitution interdirait M. Ouattara d'être candidat et permettrait à M. Bédié d'être candidat. Kanté. L'article 183, allez-y la relire. La laissez pas seulement, comprenez-la. La législation en cours actuellement en Côte d'Ivoire reste en vigueur en ce qu'elle n'a rien de contraire à la nouvelle. En d'autres termes, s'il y a contraire, on prend en application la nouvelle constitution vu qu'on est dans une autre république. L'ancienne constitution parlait de la limitation d'âge. La nouvelle constitution ne parle pas de la limitation d'âge. Vu que dans l'ancienne constitution, il y a son contraire dans la nouvelle qui est applicable. Donc, Bédié est candidat pour le verrou de l'âge qui a sauté. Et vu que dans l'ancienne constitution, c'est un mandat présidentiel, c'est 5 ans renouvelable une seule fois. Et que dans la nouvelle, c'est la même chose, un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Il n'y a pas de contraire, il y a la continuité législative. Et c'est ce qui condamne M. Ouattara à aller lire, à le comprendre. Et il continue par dire que c'est des rumeurs quand je dis qu'il y a un communiqué. Le communiqué, il est officiel. Le communiqué, il date du 25 décembre 2019. C'était en Espagne. Quand M. Ababa disait que M. Soro reconnaît à une seule déstabilisation de la Côte d'Ivoire, c'est celle de 2002, c'était au côté de M. Ouattara. La vidéo existe. Ce ne sont pas des rumeurs. Alors, tantôt que j'ai déformé ses propos en disant qu'il n'a pas dit que Ouagadougou ne pouvait pas, il disait juste que ce rôle incombait à nos institutions. Je m'en explique. Mais nous avons compris. En 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré Laurent Gbagbo vainqueur. Alassane ne l'a jamais accepté. Le Conseil constitutionnel n'était plus pas une institution de la République en 2010. Mais pas une fois de mesure. Arrêtez d'avoir un moment sélectif. Arrêtez d'avoir. 2010, Ouattara a retiré les résultats du Conseil constitutionnel. Pourtant, c'était une institution. Et vous dites qu'on est un état de droit, il faut accepter. Quand une institution parle, il faut accepter. En 2010, c'était quoi? L'institution de la République a déclaré Gbagbo vainqueur. Nous ne parlons pas que lorsque ça nous arrange. Très rapidement, avant de reprendre la question, je vais revenir au frère Abdou, qui, ma foi, me laisse un peu sur ma vie. Quand je l'entends critiquer, n'est-ce pas, de cette façon, avec violence, je m'interroge sur la motivation à être membre du RACI, un RACI dans le CPS. Je m'interroge sur ces motivations premières et je vais lui rafraîchir la mémoire que pour ces motivations premières, Ouattara RACI, il a dit 6.
suis tombé en milieu. Quand la procès s'est terminé, il est pardon citoyen. Pour appeler à la réconciliation. Voilà les motivations qui ont amené Abdou Rousseff. M. Abdou Esmel, qui, n'est-ce pas, était ancien militant du SPI, a adhéré au CPS, a venu au RAS, qui était membre du CPS. Et quand aujourd'hui, M. Esmel se met à Ivoire TV et nous dit que ce rodium tient un discours guerrier, je me pose la question de savoir s'il se rappelle de ses motivations premières quand il était au RACI, quand il était militant du GPS. Abdou, M. Abdou, pardon, je crois que un bord pour un autre, ce qui fait de la société civile, c'est d'avoir la conduite suivante. Vous faites une lecture de la chose, vous dénoncez et vous proposez. On n'accuse pas. Vous accusez M. Soro de tentative de coup d'État. Bonjour, M. Soro. Ça à vos motivations dernières. Maintenant, vous parlez de l'article 182. Je me demande bien si vous lisez la Constitution, M. Adou. Nullement dans l'article 182, il est dit que le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Voilà ce qui est dit. Le mandat de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution, expire à la fin de l'année 2016. Et en 2016, on a connu deux législatives en 2016. Nullement le président de l'Assemblée nationale n'a pas démissionné. Allez relire la Constitution, M. Adou. Et je vous invite à rester dans le canevas de la société civile qui veut ceci. Lire, faire une lecture, dénoncer, poser non à termine très rapidement. Non, je reste à ma conclusion. La direction du CPS est en prison jusqu'à ce jour. Le CPS qui n'est pas en prison. On a aujourd'hui en prison, c'est M. Sitongo qui est en prison, Lobognon qui est en prison, Sotoso qui est en prison. Il y a le CPS qui n'est pas en prison. Alors, pour revenir à la question de savoir quels sont les défis de la réconciliation, et j'en veux preuve récente. Cette dernière sortie à Boaké. Ce cantier de Boaké, il a dans son gilet, il sait qu'il a assis à Boaké. Il a apporté le fort avec la jeunesse à 136. On a qu'à se, je lui dis comme il le dit, on a qu'à se rencontrer, on s'est parlé, mais on va se dire quoi? Est-ce que vous avez été en parler avec quelqu'un? Non. Mais le seul dialogue qu'il y a, c'est à l'élection, c'est rencontrer le peuple et aller aux élections. C'est le seul dialogue qui s'impose. Juste après sa couverture, le dialogue, il a juste voulu faire passer sa pilule et après parler du dialogue. Aujourd'hui, pourquoi écrire le ministère de la Réconciliation existe depuis toujours. Et pourquoi il maintient Kakabe au ministère de la Réconciliation s'il n'a pas de réconciliation qui tienne, s'il n'a pas de dialogue? Qui parle de réconciliation, parle de dialogue. M. Ouattara a nargué les Ivoiriens à Boaké en disant qu'on parle de réconciliation, pas de dialogue. Est-ce que vous en parlez avec quelqu'un? Il n'y a pas de dialogue qui tienne, c'est aller aux élections. Ouattara n'a jamais voulu de la réconciliation. Sinon, on ne dirait pas que parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois candidat. La première personne à diviser les Ivoiriens, c'est bien M. Alassane Ouattara. Mais celui-là n'est pas venu parler de réconciliation. Je voudrais inviter M. Adou à relire les interventions du président Soro, à lire les interventions du président Soro. Voilà. Merci bien. Merci bien, Monsieur Germain. Oui, non, Monsieur Germain. Vous avez été interpellé, il n'y a pas de souci. Je voudrais tout simplement vous rappeler, que sachez que vous êtes, c'est un panel de 3 invités. Donc, oui, non, monsieur Adou, je vais lui laisser la parole. Je vais juste dire que c'est un panel de 3. Tenez compte des autres invités. Voilà, monsieur Adou, vous avez été interpellé, donc allez-y, vous m'avez appelé. Oui. Je voudrais apporter une précision du taille à M. Sissoko. Monsieur Kanté, voilà, je ne voulais pas rentrer dans ce débat du passé, mais il m'y invite avec ces énormités qu'il dit sur ce plateau. Il fait référence à... Je vais démonter point par point et je vais lui expliquer. Ça va mieux rafraîchir sa mémoire comme c'est lui qui veut rafraîchir la nôtre.
Ceci dit, il fait l'amalgame avec entre l'élection de 2010 et celle de 2015 et de 2020. Mais, Monsieur Sissoko, votre patron du GPS qui a signé les accords de Ouagadougou doit vous dire que l'élection de 2010 était exceptionnelle, en ce sens que c'était sous la tutelle de l'ONU, laquelle tutelle a donné mandat de certification à son représentant en Côte d'Ivoire. Ceci veut dire quoi? Au nom de la subsidiarité des institutions, l'ONU chapeaute de facto l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle n'a pas son mot à dire, parce que l'institution qui doit donner la certification, c'est le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ton patron a signé ça. C'est dans les accords de Ouagadougou. Demande-lui. Il va te le dire. Et c'est lui-même d'ailleurs qui était Premier ministre qui a soutenu cette certification de l'ONU. Comment tu peux venir parler de l'amalgame d'une Cour constitutionnelle? Ça, c'est le premier point. Ensuite, quand tu parles de l'article 183, mais la rubrique, le libellé de cet article nous dit quoi? De la continuité législative. À aucun moment, dans cet article, il est marqué que dans cette constitution, ceux qui ont fait déjà des mandats précédents, cela est pris en compte. Alors, il aurait fallu dire aux constituants de marquer cela de façon indélébile dans nos textes, comme ce qui a été fait au Sénégal, par exemple, comme ce qui a été fait au Mali. Mais dans le cas du Sénégal, c'est le même cas comme la Côte d'Ivoire. Le constituant n'a pas marqué de façon indélébile qu'un candidat qui a déjà servi 2 mandats ne peut plus être candidat. Alors qu'au Mali, quand le constituant a réformé la constitution, ils ont marqué en République du Mali, celui qui a déjà fait 2 mandats ne peut plus être candidat. Ça, c'est très clair. Alors, on ne va pas, la loi n'est pas dans l'ambiguïté, auquel cas, chacun tire de son côté. Vous tirez de ce qu'il ne peut pas être candidat. Il y a aussi d'éminents juristes qui ont dit que M. Ouattara peut être candidat. Et comme je dis, je ne veux pas faire la guerre des juristes périphériques. Je m'inscris à ce que dit ma constitution, qui est régie par le Conseil constitutionnel qui a décidé que M. Ouattara est candidat. Donc ce débat, il est clos. Ton article 183, là, il est dit à aucun moment que quand on sert 2 mandats, on ne peut plus être candidat. Jamais de la vie. Maintenant, je vais encore te rafraîchir sur un autre phénomène, qui est de ce que la loi n'est pas rétroactive. Quand on quitte une constitution pour aller à une autre, les textes de l'ancienne constitution, les textes juridiques meurent en même temps que ses effets. On établit ici ce qu'on appelle en politique un nouveau contrat social. À partir de ce nouveau contrat social-là, nous entamons une république. Nous sommes dans la 3e république. On ne parle plus de la 2e république. Cela veut dire tout simplement que tout ce qui s'est passé, les effets et les textes juridiques sont morts avec cette république-là. C'est pour cela que j'ai dit je ne veux pas rentrer dans ce débat inutile qui sont de nature à retarder nos auditeurs parce qu'à mon avis, ce débat, il est clos. Mais ce qui me chiffonne des énormités, Mohamed a fait cette sortie parce que ce que tu dis, ce n'est pas du tout la réalité. C'est du discours manipulateur, c'est de l'enfumage qui ne répond à aucune réalité factuelle. Maintenant, en ce qui concerne... Voilà, merci, monsieur. Oui, mais moi, je ne viens pas sur ce débat. 30 secondes. Voilà. Je ne viens pas sur ce débat. Ce qui a trait à Mme Afousatou Bamba, que je respecte très bien, qu'elle ait dit que la seule déstabilisation que reconnaît M. Soro, c'est celle de 2002. Mais moi, j'ai envie de vous dire, allez au parquet d'Abidjan, vous verrez que l'État de Côte d'Ivoire a déjà 64 coups d'État sous le gîte feu du Premier ministre Ahmed Bagayogo. Et en ce moment, il y a une procédure de déstabilisation et atteinte à la sûreté de l'État qui pend contre votre leader. D'ailleurs, laquelle procédure qui ne veut toujours pas répondre, il s'arrête par des subterfuges de la Cour africaine des droits de l'homme pour pouvoir tordre le cou au droit.
Arrêtez de dire des énormités. Le débat, il est sérieux. Ne nous ramenez pas en arrière. Je voudrais qu'on avance. Merci, M. Kanté. M. Adou, vous m'avez interpellé. Oui, très rapidement. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Constitution, mais j'aimerais ici parler de la réconciliation, parce que nous sommes en train de parler de la réconciliation. Messieurs, ici, nous avons des Ivoiriens qui nous suivent. Et je crois bien que l'émission passera aussi sur YouTube, qui permettra aux Ivoiriens aussi de nous suivre. J'aimerais dire à M. Sissoko de respecter l'intelligence de tous les Ivoiriens. Pourquoi je dis cela? Vous voyez, si on veut parler de réconciliation, croyez-moi, le PDCI, le GPS, n'a jamais voulu que les Ivoiriens se réconcilient. Pourquoi je le dis? Lorsque le PDCI et le GPS étaient encore au pouvoir avec le président Alassane Ouattara, je crois bien que c'était sous leur gouvernance qu'il y avait des prisonniers politiques. Parce que c'est à quel moment le GPS s'est rendu compte qu'il faut aller à la réconciliation. Lorsque le PDCI était encore avec le président Alassane Ouattara, je crois bien que les gens étaient encore pour chercher. C'est à quel moment que le PDCI s'est rendu compte de la volonté d'aller à la réconciliation. Moi, je dis toujours que respectons l'intelligence des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes en phase c'est-à-dire que de deux catégories d'opposants. Nous avons l'opposition gérée par le président Gbagbo, le ministre Chablé Goudé, et aussi le président Bédi en Côte d'Ivoire, qui veulent aller à la réconciliation, mais seulement que le GPS qui tient toujours des discours guerriers. Et il faut que M. Sissoko retienne ceci. La Côte d'Ivoire ne va pas attendre le GPS pour se réconcilier. Si vous voulez tenir toujours des discours guerriers, je dis au président Alassane Ouattara, faites rentrer le président Gbagbo et le ministre Chablé Goudé et laissez encore M. Soro à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas vivre sur le jour d'un individu qui passe son temps à menacer toute une nation. Monsieur, nous sommes plus de 27 millions d'habitants. Lorsque M. Soro vient dire que tant que lui n'est pas candidat, écoutez bien ses propos, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Tant que lui n'est pas candidat, avant de dire nous tous, il a dit tant que lui n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Le même président, M. Bédier, M. Soro Guillaume, qui n'a aucun respect pour c'est-à-dire que pour le président de l'État, le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, qui dit qu'il va le faire asseoir pour lui donner des conseils. Monsieur, nous sommes... Attends, moi je dis, à un moment donné, nous sommes en Afrique, et le droit d'aînesse existe. Nous sommes en Afrique. Nous remarquons ici que nous avons, et depuis, je peux dire, la dissociation de M. Soro Kibafori Guillaume et du président Alassane Ouattara, nous constatons toujours des discours guerriers des membres du GPS et de son patron, qui est M. Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aspire à aller à la paix. Si vous n'êtes pas encore fatigué, que vous voulez toujours faire la guerre, ça n'engage que vous. Mais monsieur, j'ai de la famille. Sûrement, vous aussi, vous avez de la famille en Côte d'Ivoire. Si, moi je dis toujours, le pouvoir n'appartient pas à un membre de l'opposition. Le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple aujourd'hui doit travailler pour enlever le président Alassane Ouattara, cela doit se faire de manière intelligente et non parce qu'on a un opposant comme M. Soro Kibafori Guillaume qui ne veut pas aller à la paix et qui pourrit la vie des Ivoiriens. Monsieur, pour cela, voici pourquoi je dis respectez bien l'intelligence des Ivoiriens. Parce que si on veut voir qui n'a pas voulu aller à la réconciliation, c'est M. Soro Kibafori Guillaume et le PDCI quand ils étaient encore aux affaires avec le président Alassane Ouattara. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Sissoko, je vous donne 3 minutes pour répondre. Et puis... Alors, d'accord, non, mais... Je donne 2 minutes à M. Sissoko. Non, permettez je vous donne 2 minutes, en 2 minutes, parce que la régie me fait dire qu'on n'a plus assez de temps. C'est une unité qui a été dit tout à l'heure. Concernant M. Kanté qui parle de la certification de l'ONU, il n'a jamais mis en cause la certification de l'ONU. Il ne l'a jamais nié. Mais l'ONU était-elle habilitée à donner les résultats? Non. Et nullement il était écrit dans l'APO que la certification de l'ONU était au-dessus du Conseil constitutionnel. Nullement je ne dis ça. Voilà le rôle de l'ONU, de la certification. On donne les résultats, l'ONU certifie que le résultat est bon, ou l'ONU certifie que le résultat n'est pas bon. Été fait. Mais je vais demander à M. Kanté d'avoir l'amabilité de ne pas m'interrompre. Je n'ai jamais... Monsieur Sissoko, allez-y, je gère l'émission. Allez-y, je gère l'émission, Monsieur Sissoko. Voilà, je demande à ce qu'il ne m'interrompe pas. Monsieur Sissoko, allez-y, vous avez 2 minutes. De façon indélébile
indélébile dans la Constitution que quand on a fait 2 mandats et qu'il y a une nouvelle Constitution, on ne doit plus faire. C'est écrit, monsieur Kanté. Ce n'est pas écrit comme ailleurs où on dit non, quand on a déjà fait 2 mandats, il ne faut pas revenir. Ce n'est pas écrit textuellement comme ça, mais c'est écrit quand on dit que la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable parce qu'elle n'a rien de contraire. C'est ce qui est écrit dans un autre français. C'est écrit, M. Kanté. Allez lire la Constitution, je vous invite. Allez la relire et comprenez-la. Il parle de l'article 2 du Code civil qui dit que la loi n'a pas d'effet rétroactif, elle ne régit que pour l'avenir. Et c'est vrai. Dès l'instant que nous sommes rentrés dans une nouvelle république, tous les anciens textes de loi meurent avec les effets, comme il vient de le dire. Sauf que nos constituants ont eu la présence d'esprit de marquer l'acte 183, justement. Ce qui fatigue M. Kanté, ce n'est pas écrit. Quand on a déjà fait des mandats dans la nouvelle République, on ne doit plus venir faire. Ce n'est pas écrit seulement comme ça, mais c'est ce qu'on a expliqué en disant que la législation actuellement en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de contraire. C'est la même chose. M. Abdou, vous me suivez davantage parce que vous êtes en train de reprocher à M. Soro Guillaume ce pourquoi vous l'avez aimé, ce pourquoi vous avez milité pour lui, ce pourquoi vous avez été souriste à un moment donné. Je l'ai rappelé tout à l'heure. M. Abdou Esmaël a dit ici, en France, qu'il est tombé amoureux du président Soro Guillaume quand il a commencé sa campagne de sensibilisation pour le pardon, pour la réconciliation. C'est ce pourquoi il est devenu soriste, c'est ce pourquoi il a milité au RACI, qui était un parti membre de GPS. Mais il ne peut pas aujourd'hui être de la société civile et reprocher à Soro Guillaume de ne pas aller à la réconciliation. Pourtant, c'est pour cette même réconciliation qu'il est venu au GPS, qu'il est devenu soroïste. À un moment donné, M. Esmaël, soyez en phase avec vous-même, soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans une glace et rappelez-vous de ce que vous avez dit il y a 1-2 ans. Voilà. Merci beaucoup, M. Sissoko. Monsieur, nous allons passer à la dernière. Monsieur Adou, nous allons avancer. Monsieur Adou, s'il vous plaît. Nous allons avancer. C'est la dernière phase de cette émission. Monsieur Kanté, prisonnier politique, oui. Réconciliation, la nation ivoirienne. C'est le dernier sujet avant votre mot de fin. Prisonnier politique, réconciliation, nation ivoirienne. Oui, mais le président Ouattara a déjà posé un acte très fort. Nous nous souvenons très bien de la libération de certains prisonniers. Moi, je ne voudrais pas dire prisonniers politiques. Je voudrais plutôt dire des politiciens prisonniers. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas arrêtés pour des délits sur leurs opinions politiques ou dans leur démarche d'opposants, etc. Ils ont commis des actes de délits de droit commun, dont ils ont commis des infractions graves face à l'autorité de l'État. On les a arrêtés, donc ceci ne peut pas être catalogué comme des prisonniers politiques. Alors ce sont des politiciens qui sont en prison, comme peut l'être un boulanger qui est en prison, etc., si tant qu'il a commis un délit de droit commun. Ceci étant, oui, je pense qu'il y a des gestes forts qui ont été faits jusque-là. Hein. Récemment, face à des appels à la sédition qu'avaient nourri certains opposants, ils ont été arrêtés, ils ont été mis en prison pour des raisons de réconciliation. Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Je veux dire par là M. Gitawe, M. Afin Ingessa, etc. Et voilà, nous attendons toujours que M. Soro vienne répondre à la justice de son pays, que de faire des subterfuges à se cacher derrière des discours politiques pour enranger et manipuler la masse. Mais encore une fois, comme je dis, M. Sissoko me ramène toujours en arrière parce que son article 183, comme je le dis, je veux que les Ivoiriens l'entendent et par là même les Africains, ne parlent en rien de ce qu'il s'agit de la limitation d'un mandat. Vous voyez, d'abord, l'environnement et l'intimité de cette constitution est survenue en 2016, après les élections présidentielles de 2015. Ça a été voté le 8 novembre. Vous comprenez que dans ce laps de temps, il y a quand même des textes de loi, etc., qui sont en vigueur. La République ne peut pas arrêter du jour au lendemain. C'est pour cela qu'on dit de la continuité législative. Les textes en vigueur restent applicables pour autant qu'il n'y a pas le contraire qui survient. Ça ne parle pas en aucun moment
de la limitation du mandat. Et même quand on s'inscrit simplement sur la non-rétroactivité des lois, monsieur n'est même pas fondé ici à dire ce qu'il est en train de dire. Mais il se contredit tellement grave. Il dit qu'il est d'accord avec moi avec l'idée selon laquelle une constitution meurt avec ses textes et ses effets. Je pense qu'il vient de planter le débat. Inutile de dire que le constituant a été intelligent. Il n'est pas dans la tête du constituant, c'est son avis à lui. Le Conseil constitutionnel a tranché autrement. Il ne peut pas venir transformer les choses à sa guise. Heureusement, c'est pour cela qu'on a des institutions. Imaginez, si on devait donner la latitude à chaque citoyen d'interpréter la loi, je pense que la République va voler en éclats. Ceci dit, je voudrais encore lui dire que la certification de l'ONU, ce n'est pas l'ONU qui fait les élections en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil, c'est la CEI et le Conseil constitutionnel qui, comment j'appelle ça, encadre ces élections-là. Mais la certification était donnée à l'ONU, c'est-à-dire que c'est l'ONU, le représentant de l'ONU qui doit désigner au travers des résultats de la CEI qui est président, qui ne l'est pas. Et c'est ça. Vous voyez que là encore, il joue sur les mots du double langage pour faire croire que j'étais en train de dire que c'est l'ONU qui organise les élections, alors que j'ai été très clair. J'ai dit les élections sont organisées, mais la certification est donnée à l'ONU. À partir de cet instant, l'ONU, comment j'appelle ça, le secrétaire spécial de l'ONU chapeaute nos institutions de façon hiérarchique. Alors, arrêtons avec ce faux débat qui n'a pas de sens. Il a dit ici que M. Ouattara a été élu avec 10% de taux de participation. Il faut être de mauvaise foi pour ce genre d'énormité. Il y a eu 6 millions et quelques sur la carte électorale. 3 millions et quelques ont retiré. Ils ont peiné parce que, avec toutes les stratagèmes mis en place pour empêcher le citoyen de jouir de son droit de souveraineté, il y a eu quand même 3 millions et quelques qui ont été retirés. Allez-y faire le calcul, c'est très facile. Sur ces 3 millions, il y a eu 37% du taux de participation. Ces gens parlent de 10%. Bon, je crois qu'ils sont toujours dans l'enfumage. C'est que le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas retenir. Mais oui, les prisonniers politiques, il n'y a pas. Il y a des prisonniers de droit commun qui sont malheureusement des politiciens. Ils ont été arrêtés. Et je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Parce qu'on ne va pas toujours régler les problèmes de façon politique. Ce n'est pas normal. On ne veut pas de l'impunité. Soro est poursuivi pour des faits très graves. Et avec ces 19 personnes qui ont été complices par rapport à ces faits qui lui sont reprochés, il faut qu'il vienne répondre à la justice de Côte d'Ivoire. Tout simplement. Voilà. Et pour cela, je ne vois pas pourquoi mettre les gens en prison, ceci pourrait mettre en branle la réconciliation. Je pense que tous les jours, le parquet d'Abidjan condamne des citoyens ivoiriens. Ce n'est pas pour autant que la réconciliation vole en éclats. Je pense qu'il faut faire le distinguo. Voilà, il y a des gens qui sont politiciens qui ont pris des raccourcis pour créer, la déstabilisation. Ils seraient passés maître pour cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il prédisait qu'il n'y aurait pas d'élection parce qu'il était convaincu que son projet de déstabilisation allait être mis en place, mais c'est mal connaître cette volonté de politique sécuritaire mise en place par le gouvernement Ouattara, parce que nous savons qui est en face, donc nous n'envoyons pas lésiner sur les moyens pour préserver la sécurité des Ivoiriens. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Le président veille pour l'ensemble des Ivoiriens, non pas pour un groupuscule, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Et à ce niveau, il a montré quand même qu'il était un chef, qui a une autorité, un chef qui veille sur la sécurité de ses concitoyens, en ce sens que nous avons déjoué 64 coups d'État qui émanent bien sûr des éléments du GPS. Voilà, merci M. Kanté. M. Ado, je voudrais, avant que vous me donniez la parole, vous dire que j'ai laissé M. Kanté parler pendant 5 minutes. Voilà, je vous accorde les mêmes 5 minutes, j'ai accordé les mêmes 5 minutes à M. Sissoko et puis nous allons clore l'émission. Avant de vous donner... En 5 minutes, vous intervenez. Oui, très rapidement. Avant de vous donner les chiffres ici en ce qui concerne les prisonniers... Vous avez 5 minutes pour votre intervention. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Avant de donner les chiffres d'abord, j'aimerais dire ici à M. Sissoko ceci. Parce que ça fait 2 fois qu'il m'interpelle là-dessus. Je vais très rapidement boucler ce chapitre. M. Sissoko, vous voyez,
Lorsqu'on décide de suivre un homme politique, ce n'est pas pour sa région, ce n'est pas pour son ethnie, ce n'est non plus pour sa belle tête. Quand on suit un homme politique, c'est par rapport à ce qu'il propose. Effectivement, j'ai été sympathisant. Je n'ai jamais été militant. Parce qu'un militant, c'est celui qui a la carte et qui a toujours eu la carte. J'ai été sympathisant du GPS, j'ai été sympathisant de M. Soroki Bafoury Guillaume parce que, étant à Côte d'Ivoire, lorsqu'il était en train de faire sa tournée au nord et qu'il parlait de Côte d'Ivoire et de la paix, j'ai été séduit par ses propos et la conviction en ce qui concernait la paix. Écoutez bien ce qui a créé mon désaccord, parce qu'on a l'impression que quand on suit un homme politique, il ne faut pas réfléchir. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si aujourd'hui je me fais appeler membre de la société civile, c'est parce que j'ai compris une chose. Ce qui arrive à mon pays, la Côte d'Ivoire, tous les partis politiques et les hommes politiques sont co-responsables de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez du Crush Party en Italie? Parce que je vais boucler très rapidement avec ce chapitre. Lorsque le gouvernement de Côte d'Ivoire qualifiait M. Soroki Bafoury Guillaume de terroriste, vous vous souvenez de ses propos. Je ne vous fais pas d'un schéma qui m'a mis en désaccord réel avec les soroïstes. Et l'un des soroïstes qui est en Italie. M. Soroki Bafoury Guillaume a dit ceci. Je ne suis pas djihadiste. Et que, est-ce que vous avez déjà vu les chrétiens djihadistes? Et que on connaît ceux qui sont djihadistes. Vous, regardez bien ce qui se passe dans le monde. Il n'y a que deux religions très fortes. Il y a la religion chrétienne et la religion musulmane. Mais ceci encore, ce qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Chez moi, de mon pays, bien sûr de votre pays en Côte d'Ivoire, ce sont les jeux de mots de nos hommes politiques. Lorsque, le président Alassane Ouattara disait qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il venait du Nord, cela a créé une rébellion. Je ne peux pas accepter que parce que j'ai adhéré à l'idéologie de paix et de réconciliation de M. Soroki Bafoury Guillaume, qu'il va se permettre de dire des mots qui pourront incendier ma Côte d'Ivoire un jour. Lorsqu'il a tenu ce genre de propos et qu'on n'a jamais vu des chrétiens djihadistes et qu'on connaît ceux qui sont djihadistes, ça sous-entendait que si ce n'est pas les chrétiens, c'est que c'est les musulmans. Monsieur, je suis le soroïste premier qui a condamné cela sur la toile. Et cela m'a fallu des désaccords avec mes compatriotes soroïstes, avec mes collaborateurs soroïstes. Donc vous allez comprendre que je ne suis pas un suiveur, un bêtement, comme on le dit, un bêtement suiveur. Non, je suis un suiveur très réfléchi parce qu'avant toute chose, je mets d'abord la vie de mon peuple avant de mettre l'intérêt d'un homme politique. Dès lors, je fais part de mon désaccord et un soroïste m'appelle et il me dit est-ce que tu sais que le djihad existe dans le Coran? Je dis ok, si le djihad existe dans le Coran, de la même manière dont M. Soroki Guillaume dit que ce n'est pas les chrétiens qui sont djihad, ça sous-entend que c'est les musulmans. Il ne faudrait pas que 20 ans plus tard, nous les Bousmani qui ne sont pas musulmans, on viendra vous dire que vous êtes djihadistes et pour cela vous allez encore prendre encore les armes pour incendier la Côte d'Ivoire. Monsieur, écoutez-moi très bien. Je suis fier de ma position et je suis fier d'avoir soutenu le GPS à un moment donné de l'histoire. Mais quand je sais que les propos de son leader ne vont pas dans le cadre de la réconciliation et que cela peut contribuer encore à faire empoisonner mon pays, ma position est de me retirer et de ne plus. Vous remarquerez que je suis le seul cyberactiviste qui n'a pas encore été affilié à un parti politique depuis mon retrait du GPS. Vous ne savez pourquoi? Parce que je pense à ma jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce que je pense à mon peuple. Moi, je ne suis pas un Ivoirien moutonnier qui suit des hommes politiques bêtement à cause de ce qu'ils disent sans réfléchir. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Maintenant des chiffres. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec M. Kanté. Vous savez, M. Kanté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, il peut exister des prisonniers de délits de droit, je ne sais pas, combien ou un truc comme cela, comme vous le dites. C'est bien beau. Mais vous savez, il y a des prisonniers aujourd'hui, depuis plus de 10 ans, que je peux le dire, qui ne sont pas jugés en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous devions aller dans le cadre, parce que je crois bien que cette question est assimilée à la question de la réconciliation. Si nous voulions aujourd'hui aller à la réconciliation, il est important que le gouvernement du président Alassane Ouattara aujourd'hui se penche réellement sur la libération des prisonniers depuis plus de 5 ans, qui sont incarcérés sans jugement. Parce que ça sert à quoi de garder des gens qu'on n'arrive pas à juger? Moi, je pense que la logique aurait voulu qu'aujourd'hui, nous puissions, le gouvernement se mettre dans une posture de
pouvoir les relaxer et les convoquer, ok, quand il y a besoin de les juger. Parce que quand on sait qu'il y a des personnes qui ne sont pas, je prends par exemple M. Kwa Justin, ok, il y a encore des personnes, je peux dire, à la MACA, il y a 40 personnes actuellement, je crois bien, depuis la désobéissance civile, qui ne sont pas jugées jusqu'à aujourd'hui. Bon, sûrement, on attend la date. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en tant que membre de la société civile, je le dis et je reconnais que mon pays va mal. Il y a aujourd'hui des prisonniers aujourd'hui qui ne sont pas jugés, qui n'ont jamais eu de procès et qui sont incarcérés dans des prisons en Côte d'Ivoire. Nous devions, merci beaucoup, Chéric Balé aussi. Nous devions aujourd'hui, ce que nous devions faire, et vous, bien sûr, puisque vous êtes membre du RHDP, c'est d'interpeller votre parti, qui est le RHDP, le gouvernement actuel, de leur dire oui, quel que soit. Parce que moi, je dis toujours, il ne faudrait pas penser sur le fait que nous sommes au pouvoir. Non, ce n'est pas ce qui doit compter. Mais ce qui doit primer aujourd'hui, c'est de donner un exemple, je peux dire du droit. Voilà, un petit semblant de démocratie. On ne peut pas faire incarcérer des personnes qu'on libère comme cela du jour au lendemain, sans jugement. Alors, pour quelles raisons on a arrêté ces personnes? Donc, le mieux aujourd'hui, c'est de chercher à les relaxer et de les convoquer pour un jugement. Mais on ne peut pas. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, alors, quand vous dites que c'est la justice, M. Kanté, je suis désolé. Ça fait quand même des moments que ces personnes sont incarcérées. À un moment donné, il faut aussi penser aussi à les libérer, quoi. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci, M. Ado. M. Sissoko, je vous donne le même nombre de temps. La question, c'est prisonniers politiques, réconciliation, nation ivoirienne. Comment vous pouvez mettre ces trois groupes de mots ensemble? Vous avez le même nombre de temps. D'accord, merci. Alors, cher frère Kanté, malheureusement, je ne peux prendre la parole sans vous faire un coucou. Quand M. Kanté dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, il y a plutôt des politiciens en prison. Mais je voudrais faire rafraîchir la mémoire à M. Kanté que le 23 décembre 2019, toute la direction du GPS est en prison. Non pas pour délit de droit commun, simplement parce qu'ils étaient en train d'organiser une conférence de presse. La conférence de presse n'a même pas débuté. On les a tous saisis et les a mis en prison. Et pour rappel, le premier chef d'accusation, enfin le seul chef d'accusation, c'était quoi? Tentative de déstabilisation. Et après, quand on les a présentés à un juge, le chef d'accusation a changé. C'est devenu quoi? Une manipulation de fausses nouvelles ou de rumeurs, de fausses informations. C'est ce qui a été retenu pour finir. Il y a bel et bien des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je vais rafraîchir la mémoire à Adou Esmel, à M. Adou qui disait que c'est maintenant qu'on parle. Non. Le président Soro Guillaume, depuis qu'il était encore président de l'Assemblée nationale, a parlé des prisonniers politiques. Et je me rappelle, 1 ou 2 semaines après, Touré Mamadou était sur France 24 quand le journaliste l'a interpellé sur la question. Il a dit non, que peut-être M. Soro voulait parler des 2 prisonniers, que c'est sûrement un lapsus. Depuis qu'il est président de l'Assemblée nationale, le président Soro Guillaume a parlé des prisonniers politiques. Il dit tantôt que la justice, la Côte d'Ivoire attend que M. Soro vienne répondre devant la justice de Côte d'Ivoire. Mais la justice de Côte d'Ivoire, de façon lapidaire, l'a condamné à 20 ans. Mais les Ivoiriens ont vu le film, la célérité avec laquelle ce jugement a été rendu de 20 ans. Il vient en Côte d'Ivoire pour répondre à quelle justice qu'il a déjà condamné à 20 ans, en contumace. Si M. Soro, le président Soro est si coupable, quel en est-il du mandat d'arrêt international qui a été lancé par lui, par M. Ouattara? Entre 2 ans, aucun pays n'a répondu favorablement à ce mandat. Ce qui veut dire que ce mandat, il est politique. M. Ouattara n'a rien contre M. Soro. Et quand vous parlez des propos Vatanguer, qu'il n'y aurait pas d'élection, mais je l'ai expliqué. Mais la pédagogique de ce candidat, je dois encore vous le dire. Écrivez quelque part, le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Si il y a élection, c'est que nous, on est candidats. Je vous l'explique. Et c'est ce qui s'est passé. Le 31 octobre 2020, M. Kanté, il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu des membres du RDR qui sont allés à des urnes pour plébisciter Ouattara. Les Ivoiriens se parlent. Enfin, je pense que les militants RDR qui sont partis ne sont pas Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, dans leur entièreté, ne sont pas sortis pour aller voter. C'est ce que je suis en train de dire. Tout le taux de participation oscille entre 8 et 10%. On nous a sorti combien? 53, près de 54%. Le taux de participation
à l'élection présidentielle, à laquelle ni le FPI, ni le PDCI, ni GPS n'ont participé. Mais les récentes législatives auxquelles le RDR a participé, le FPI, le PDCI, vous savez, la CNU a sorti combien comme taux de pourcent, taux de participation? 38%. Vous voyez les cas? La présidentielle, il n'y a que le RDR, 54%. Les législatives, il y a presque tous les partis politiques, 37%. Il y a des phasages. Monsieur Kanté, arrêtez de jouer avec les jeux de mots quand vous dites que vous avez déjoué 64 coups d'État. Mais le seul homme qui a toujours eu affaire au coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est bien M. Alassane Dramane Ouattara. En 99, quand le coup d'État contre Bédié, qu'est-ce qui s'est passé avant 99? Qu'est-ce qu'il a dit lui? Je rentrerai en Côte d'Ivoire avant la fin de l'année. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. C'était en septembre 99. 3 mois après, il y a eu le coup d'État. En 2001, qu'est-ce qu'il a dit? Nous n'attendrons pas 5 ans pour les élections. En 2002, il y a la rébellion. Monsieur Kanté, rassurez-vous, Sirogum ne fera plus de coup d'État. Enfin, Sirogum ne fera plus de rébellion parce que nous n'avons plus Ouattara en soutien. Tous nous avions Ouattara en soutien aujourd'hui et qu'il y avait un autre président en Côte d'Ivoire, il aurait eu une autre rébellion parce que nous avions Ouattara en soutien. Monsieur Adou, je vais encore vous rafraîchir la mémoire quand vous dites que vous étiez sympathisant et non militant parce que vous n'aviez pas de carte de membre. Vous vivez en France. Les cartes de membres sont établies en Côte d'Ivoire et ça met un temps avant de venir. Vous n'étiez pas sympathisant, vous étiez militant raciste et vous aviez un poste au raciste. Vous étiez souriste. Vous n'étiez pas simple sympathisant, vous étiez militant parce que vous aviez un poste dans le bureau politique de Racine France, de l'ex-Racine France. Arrêtez à un moment donné. Le bureau politique. Monsieur Adou, vous permettez. Monsieur Adou, vous permettez. Après lui, on va clore l'émission. Vous permettez, s'il vous plaît. Donne-lui le temps de finir. La phrase des djihadistes, très rapidement. Très rapidement. Quand il dit, oui, les chrétiens ne sont pas des djihadistes. Le djihad, c'est un mot arabe, c'est un mot musulman. Je suis musulman, moi. Bon, mais c'est pas les musulmans. M. Abé dit qu'il n'est pas musulman. Mais les djihadistes, partout on dit qu'il y a eu djihadistes. Quand on regarde, on dit quoi? Ce sont les islamistes. C'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est ce tableau qu'on nous a toujours affiché. Et le président Soro disant ceci, quand Ouattara l'accuse d'être djihadiste. Mais tout de suite, quand on sort le tableau djihadiste, nous voyons derrière les islamistes, nous voyons derrière les intégristes. C'est ça ce qui parle. Avec cette construction, il n'a jamais été question de l'éclectisme, il n'a jamais été question de religion. Regardez un peu l'ossature de GPS. Vous vous rendez compte que toutes les religions sont représentées. Vous vous rendez compte que toutes les religions sont représentées. Et avec GPS, nous voulons aller vers une nation. Une Côte d'Ivoire dans laquelle le Tinembélé de Boudjali, le Nafala de Sinematali pourrait allègrement voir son tapalo en terre abourée à Bounois. Une Côte d'Ivoire dans laquelle le Nyaba d'Issa pourrait allègrement mettre son champ de vie à Bongoni. De cette nation, on veut exclure du vocabulaire ivoirien autochtone, allogène. Et que chaque mètre carré du territoire ivoirien appartienne à toute la Côte d'Ivoire. Je vous donne 30 secondes pour boucler votre mot pour boucler votre phrase, monsieur. Voilà. Merci bien, chers amis d'Ivoire TV. Monsieur, s'il vous plaît, 30 secondes, juste 30 secondes, pas plus. Monsieur Adou, le problème c'est que si je vous donne 30 secondes, je suis obligé de donner les mêmes 30 secondes à tout le monde. Non, pas plus, en fait, ça vous donne plus de précision. Parce que si je ne le fais pas, nous sommes bon, je vous donne 30 secondes et je donne les mêmes 30 secondes à tout le monde. Ok. Voilà. J'aimerais dire à monsieur Sissoko que quand vous ne connaissez pas mon insertion au RAFI, demandez-le moi, je vais vous le dire. J'ai été certes adjoint, auquel je peux dire, dont j'avais pour responsable monsieur, dont je ne dirai pas son nom ici, mais au sein du RAFI, écoutez-moi très bien, au sein du RAFI en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je n'étais pas connu. Donc quand vous ne connaissez pas le poste que la personne a occupé et d'autres stratégiques, demandez-le. Monsieur, je n'étais pas de manière officielle au RAFI. Écoutez-moi très bien. Il y avait madame Djeneba qui me connaissait très bien.
Mais, je dis bien officiellement, je n'étais pas connu par M. Kanedi. Hein. Donc, voici pourquoi je dis, être sympathisant et être militant, c'est deux choses différentes. Je n'avais jamais demandé la carte, monsieur. Jamais. La carte, ça se demande. Moi, je n'ai jamais demandé la carte. Okay. Donc, pour vous, parce qu'on dit que j'aime Soro, non, pour vous, c'est ça. Non, ça marche pas comme ça, monsieur. Monsieur Kanté, je vous donne 30 secondes aussi. Oui, moi, je voudrais apporter des précisions parce qu'on fait trop d'amalgame sur ce plateau. Je voudrais dire à M. Adou que le RHDP n'est pas le pouvoir judiciaire. C'est le parti qui est au pouvoir. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Alassane Ouattara n'est pas un juge, même s'il est le chef suprême de la magistrature. Il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif. Voilà comment fonctionne la République. Donc, le pouvoir, les piliers du pouvoir d'État. Maintenant, il appartient à la justice de faire son travail et on doit laisser la justice faire son travail. Il y a une instruction qui est ouverte. Il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui sont condamnés depuis 10 ans qui n'ont pas été jugés, ce n'est pas vrai. Tous les gens qui ont été accusés pendant la crise post-électorale de 2011 ont été tous jugés et condamnés. Et pour les récentes crises, l'instruction vient juste de démarrer. Laissons la latitude au juge indépendant de faire son travail. Ça, c'est pour M. Adou. Mais pour M. Sissoko, quand il dit qu'on les a accusés première fois sur des chefs d'accusation et que ça a été changé après. Mais il faut que M. Sissoko connaisse comment fonctionne la justice. Le procureur a l'opportunité d'une poursuite. Dès lors qu'il établit les faits, il donne à un juge d'instruction en cabinet. Lorsque le juge d'instruction instruit le dossier, s'il voit qu'il y a des faits qui ont changé pendant l'instruction, peut réqualifier les chefs d'accusation. Cela ne veut pas dire qu'il y a un tripartage ou quoi que ce soit. Voilà, moi, je dis ceci. Voilà. Merci, M. Kanté. M. Sissoko, 30 secondes à vous ici. Alors, M. Adou, vous n'avez pas voulu citer le nom de celui dont vous êtes l'adjoint. Vous avez cité le nom de la vice-présidente. Vous étiez l'adjoint de M. Toura Boubacar. Vous étiez secrétaire adjoint comment j'appelle ça? Vous étiez secrétaire adjoint à l'information numérique. Non, mais on est tous d'accord ici que dès l'instant qu'on a un poste d'un bureau politique, on y est membre. Qu'on ait la carte de membre, ou pas. Dès l'instant on occupe un poste dans un bureau politique, on est d'emblée membre. On est d'office membre. C'est de facto ça. Alors, dans les règles, un membre est carte. Non, mais monsieur Adou, vous permettez. Monsieur Adou, vous permettez. Vous ici, tout à l'heure de votre éducation, je n'ai jamais personne. Voilà. Je n'ai personne ici. Voilà. Pour répondre. Allez-y, vous avez 15 secondes, M. Sissoko. Je reprends à M. Kanté. Que le juge d'instruction qui instruit le dossier, mais j'ai dit tout à l'heure la célérité avec laquelle ce truc a été rendu, qu'on appelait justice. Le premier juge d'instruction, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu renvoyer le dossier. On a dit non, on fait le même jour. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé. Pour finir, quel est celui-là qui a donné le jugement? C'était, je crois, Sissoko Aboulaye, non, Sissoko Adoulaye, qui a fini par le... Voilà, merci bien, M. Sissoko. M. Sissoko, merci beaucoup. Chers amis d'Ivoire TV, comme d'habitude, merci d'avoir suivi cette émission. Ce soir, nous recevions bien sûr M. Sissoko Ousmane, il est secrétaire général, membre du GPS. M. Sissoko Ousmane vit en France. Avec M. Sissoko Ousmane, bien sûr, nous avions M. Adou Esmaël, beaucoup plus connu sous le nom de Poutine. Il vit en Italie. Et puis, bien sûr, avec les deux premiers cités, nous avions M. Kanté Abdoul, qui est sympathisant RHDP, qui vit en Côte d'Ivoire, surtout dans le Béquet. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir. Ce n'est que partie remise. Nous allons encore vous inviter sur ce même plateau pour continuer le débat. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous pouvons en parler tous les jours. Je vous fais la promesse ferme que vous reviendrez sur ce même plateau, tous trois. Voilà, et nous allons continuer de parler de la Côte d'Ivoire de sorte à ce qu'un jour, nous puissions nous retrouver chez nous et que nous puissions tous manger dans le même plat. Merci à tous nos amis de Facebook qui nous ont suivis en direct. Merci également à tous nos amis de YouTube qui nous suivent aussi en direct. Ivoire TV, c'est votre télévision, comme je l'ai toujours dit. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez quelque chose à dire, vous voulez intervenir dans une de nos émissions, contactez-nous. Voilà, on n'a pas ouvert le micro aujourd'hui parce que nous avions un panel de 3 personnes. Je n'ai pas ouvert le micro, mais ce n'est que partie remise. Bonsoir, dames et bien. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir chez vous. Et puis nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Ivoire Bonsoir à TV. vous tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.